Et j'aborde mon fil. Je le connais par cœur, mais ce n'est pas facile. Je suis toujours fragile et puis la terre est basse. Je me dis que mon... Dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure, la liberté, c'est être en pouvoir d'agir matériellement, politiquement et personnellement, c'est-à-dire faire en sorte que les gens soient à la fois en capacité d'agir, mais aussi d'agir individuellement, mais collectivement. Impossible d'être libre seul. La liberté, face à celui qui ne l'est pas, ou à celle qui ne l'est pas, n'existe pas. Raison pour laquelle le travail est immense à l'heure actuelle, puisque nous avons à concevoir un monde d'hommes et de femmes libres. Et c'est bien cette liberté qui ressurgit à l'heure actuelle avec le mouvement qui n'en est pas un, mais ce phénomène inouï, absolument incontournable aujourd'hui, où les femmes prennent conscience ce que veut dire la liberté propre. 13h21 sur France Culture, invitée l'historienne Michèle Riot-Cersay qui a co-dirigé avec Claudia Moatti « Pourquoi se référer au passé ?», un essai qui paraît aux éditions de l'Atelier. Dans cet ouvrage, Michèle Riot-Cersay, vous appelez, à la manière de Walter Benjamin, à récupérer les déchets du passé pour restaurer ce passé et permettre à ceux qui habitent notre présent de l'éclairer, de mieux le comprendre. Et vous venez d'évoquer cette séquence, ce moment important dans le monde entier depuis quelques semaines, voire plus de 3 mois, celui de la libération, appelé de la libération de la parole des femmes. Est-ce qu'on peut relier ce moment, celui de la libération de la parole féminine, ce nouveau questionnement autour de l'égalité des hommes et des femmes, à la crise des migrants, voire aussi à la montée de l'antisémitisme et du racisme pour vous, Michèle Riot-Cersay? Je crois, en apparence, les 3 mouvements sont différents et n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il n'empêche que j'avais écrit dans un article qui n'a pas été publié encore par Le Monde, mais qui devait être publié. Je liais les 3 éléments, c'est-à-dire les 3 phénomènes en quelque sorte qui surgissent à l'heure actuelle: racisme, antisémitisme et misogynie. Aujourd'hui, comme nous le disions tout à l'heure, celui qui n'est pas libre ne peut revendiquer en quelque sorte la même liberté que celui qui est libre. Donc, les 2 mouvements sont concomitants. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui, l'inégalité collective, l'inégalité mondiale est si criante que nous assistons justement à la venue de ceux qui sont victimes de tout, à la fois l'absence de nourriture, à la fois les conditions extrêmement difficiles liées à la guerre, et cet afflux de migrants est inévitable, quels que soient les murs que l'on dresse. En même temps, si je puis me permettre une expression à la mode, il y a cette peur, alors qu'on peut dire liée à la sécurité, cette peur dans les États, cette peur terrifiante qui mobilise des instincts les plus malvenus d'une certaine manière. On est bien d'accord pour que tout le monde soit libre, mais à condition qu'on reste chez soi. C'est bien dommage, parce que c'est impossible à l'heure actuelle. Et donc cette peur, il faut pouvoir la saisir. D'où ça vient? Pendant des décennies, nous avons expliqué que l'autre, ou nous, je dis, j'ai tendance à penser que je ne me considère pas tout à fait dans ce nous, mais l'histoire est faite de discours dominants qui ont expliqué longuement pendant des décennies que les uns étaient inférieurs aux autres. Pendant des décennies, on a expliqué, pendant la colonisation, que beaucoup de ceux que l'on colonisait avaient besoin d'une éducation. Et en concernant les femmes, ça a été la même chose. 2 siècles, presque, où on a expliqué que, naturellement, les femmes sont inférieures. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, que le monde est réellement à l'écoute de tout le reste, tous ces phénomènes ne ressurgissent pas? La seule chose qu'il importe, c'est précisément de faire une histoire, et surtout l'enseignement, de faire une histoire globale, une histoire commune, où
tous les enjeux du passé puissent être restitués avec précisément le racisme, l'antisémitisme, la misogynie qui a accompagné les progrès de la civilisation. J'ai toujours en tête ce que disait Fourier en 1808. Il s'adressait aux philosophes des Lumières. Bientôt, nombre d'indigents que vous mettez à l'écart aujourd'hui frapperont à la porte pour vous demander des comptes. Le temps est venu de cette demande de comptes. Et donc, tout ceci ressurgit ensemble. Aux historiens, et j'allais dire aux politiques, mais j'ai pas beaucoup d'illusions, de se réapproprier, sans rien oublier, ce passé conflictuel, antagonique, où précisément le progrès a marché au rythme des privilèges des hommes libres au détriment de la masse des autres qui ne l'étaient pas. Peut-être quand même sur le plan social et sur le plan de ce qui se produit par rapport à la libération de la parole des femmes notamment. J'ai l'impression que, certes, il y a des retours permanents sur la liberté, les révolutions, l'émancipation sociale, mais à chaque fois, on a l'impression que on repart ensuite pour un nouveau tour et on oublie cela. Tandis que là, avec le mouvement des femmes, on a le sentiment que d'abord qu'il n'y a pas forcément une référence absolue et que d'autre part, il se passe quelque chose de réel qui transforme la situation. Alors qu'on n'est plus... Voilà, ça apparaît au grand jour et ça ne disparaîtra plus. Ça modifie le paysage. Est-ce que c'est votre sentiment ? Je pense que ça modifie le paysage et nous l'avons vu très vite. Je le dis à plusieurs reprises. Je crois qu'on a pensé que c'était lié à l'affaire Weinstein. Mais je crois que c'est bien antérieur puisque le mouvement collectif a commencé en Inde. On ne l'avait pas entendu. D'autres, bien sûr, depuis longtemps, les mouvements féministes dénonçaient cette violence faite aux femmes. Et puis, de manière inattendue, c'est ça un petit peu la référence au passé, de manière inattendue, imprévue, pas à pas, chaque jour, une affaire, une dénonciation, une prise de conscience. Les femmes se réapproprient non seulement la parole, mais se situent en tant que sujet de leur propre liberté. Et c'est ça qui est nouveau. Ce ne sont pas des victimes qui parlent, ce sont des personnes à part entière qui s'emparent de ce qu'elles ont été et qu'elles sont, et ce qu'elles sont devenues. C'est ça, le véritable changement. Elles disent de manière explicite ce que le mouvement des femmes disait, mais là encore, on n'a pas entendu, que l'espace public n'appartenait pas aux femmes, qu'il n'y avait aucune place dans l'espace public. Et cette forme d'expression critique est d'une radicalité, d'une certaine manière, qui sans doute remettra beaucoup de choses en cause, à condition que la dimension politique ne soit pas oubliée. Parce que si on réserve ça à la question des rapports hommes-femmes, comme ont eu tendance à imaginer certaines pétitionnaires, je crois que là, ça serait une erreur. C'est un grand mouvement éminemment politique où les rapports de l'un à l'autre englobent la totalité des individus, hommes et femmes concernés. D'ailleurs, un certain nombre d'hommes ont très bien compris la question. Merci beaucoup, Michel Rieussércé. Apprendre aussi à lire l'histoire en creux, c'est-à-dire en donnant plus d'importance aux événements qui ne sont pas advenus qu'à ceux qui se sont réalisés. Envisager le retour du possible par le retour de ce qui a été enfoui. C'est aussi un des fils conducteurs de cet ouvrage. Pourquoi se référer au passé ? Fil que vous aviez déjà travaillé, tissé dans votre précédent ouvrage, Le procès de la liberté, une histoire souterraine du 19e en France. Merci mille fois à vous.